Salut Julie. Salut Théo. Alors, Fête météo sociale. c'est parti. Si je vous dis « Taste the feeling », en français « Savoure l'instant », vous l'avez reconnu, c'est le slogan de Coca-Cola que les salariés de l'usine Penn Mirabeau apprécient particulièrement. 24 jours qu'ils sont en grève, 24 jours que rien ne rentre ni ne sort du site. À l'origine du conflit, Coca-Cola European Partners France qui a engagé en octobre dernier un plan social au niveau national. Le premier embouteilleur Coca-Cola indépendant au monde souhaite réorganiser ses 5 usines françaises pour gagner en compétitivité. Le 14 février, une grande manifestation a eu lieu dans toutes les usines pour protester contre les 128 suppressions de postes prévues par la direction dans son plan de licenciement. Le site de Penn Mirabeau, où 44 postes sur 210 sont menacés, a lui prolongé la grève, rejoint par celui de Grigny en Essonne, en grève depuis le 2 mars. La direction explique qu'elle a besoin d'améliorer son efficacité et donc souhaite supprimer des postes, en toute logique, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 0,3% en 2017. La direction n'a pas donné de résultats nets. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans le sud de la France. Ouais, petite victoire à Nîmes où des citoyens se battent contre les emprunts toxiques souscrits par leur collectivité. Les emprunts toxiques sont des emprunts risqués avec des taux d'intérêt fluctuants. Kevin Boucault-Victoire a rencontré Patrick Saurin, économiste engagé, qui lui a expliqué comment tout cela s'est déroulé. Bonjour Patrick Saurin. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole du collectif pour un audit pour la dette. Et vous portez en fait une attention particulière sur les questions d'emprunts toxiques, notamment dans les collectivités locales. Avec vous, on va revenir sur une affaire d'emprunts toxiques donc à Nîmes. En 2008, on a la collectivité de Nîmes Métropole qui souscrit un emprunt toxique auprès du Crédit Foncier, qui est une filiale donc de la BPCE, indexée sur la parité euro-franc suisse. En 2016, le taux d'emprunt grimpe et atteint quasiment les 25%. La collectivité a ensuite dû rembourser une indemnité de 58,6 millions d'euros. Pourquoi? Alors, cette histoire, c'est une vaste escroquerie qui est construite par les banques et qui prospère aujourd'hui avec la complicité des institutions politiques et judiciaires. Comme vous l'avez dit, donc, la collectivité de Nîmes Métropole a souscrit un emprunt à l'époque qui faisait 12,5 millions auprès du Crédit Foncier, c'était en 2008. Et très vite, après la crise de 2007-2008, les taux se sont envolés pour arriver aux alentours de 25%. Donc le problème, c'est que la collectivité a souhaité rembourser l'emprunt, mais elle avait le choix soit continuer à payer les 25%, soit pour le rembourser, payer une indemnité de 58,6 millions. Or, l'emprunt, le capital restant dû à l'époque était de 10 millions. Donc la collectivité a dû payer les 10 millions au titre du capital restant dû et en plus payer une indemnité de 58,6 millions avec une aide d'un fonds de soutien. Alors ce qui est absolument scandaleux dans cette histoire, c'est que cette collectivité a souscrit un produit spéculatif alors que réglementairement, et une circulaire de 2010 le rappelle, les collectivités n'ont pas le droit de se livrer à des activités spéculatives et doivent uniquement consacrer leur action à des activités d'intérêt général à caractère local. Donc nous, en tant que citoyens, quand on a vu cette situation, on a protesté parce que déjà, lorsque les délibérations ont validé la sortie de cet emprunt toxique, les élus de la métropole n'ont pas eu les informations suffisantes. Ils n'ont pas eu le protocole avec le Crédit Foncier, ils n'ont pas eu la convention passée avec l'État pour bénéficier de l'aide et surtout, ils n'ont pas eu la formule de calcul de cette fameuse indemnité de 58,6 millions. Donc on a engagé donc, avec le collectif de citoyens, il y a 2 élus et donc un administré sur place, un contribuable, on a engagé donc, des recours, c'était au mois de mai-juin 2016, pour attaquer les délibérations. Et le 6 mars dernier, on a obtenu l'annulation des 3 délibérations par le tribunal administratif de Nîmes sur la base du manquement au devoir d'information par la collectivité. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc vous, il y a un collectif de citoyens avait demandé le mode de calcul de ces 58,6 millions d'euros. Pourquoi cette requête et comment l'avez-vous effectuée ? Alors, on a demandé cette requête parce qu'on estime que c'est un droit. C'est-à-dire, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a le droit à l'information. C'est pour tout citoyen. Et en ce qui concerne les élus, il y a un article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les élus doivent être informés. Et lors du vote dans les collectivités de plus de 3500 habitants, il doit y avoir une note de synthèse qui accompagne et qui explique la délibération qui doit être votée. Or, on n'avait pas ces informations. Ce qui est très important, c'est que quand ces indemnités considérables sont chiffrées, il y a 2 chiffrages. Il y a le chiffrage de la banque
Et ensuite, il y a le chiffrage de la Banque de France. Et il y a un rapprochement. Or, je me suis aperçu en lisant le rapport de la Cour des comptes pour 2018 qu'un représentant d'une métropole, le président d'une métropole à Angers, a observé qu'il y avait un écart de 2 millions d'euros entre le chiffrage d'une indemnité par la Banque de France et le chiffrage par la banque. Donc nous, on va avoir la lumière, la transparence sur tous ces éléments-là parce qu'on estime que ces indemnités, elles sont illégales. Elles ne doivent pas être payées parce que, je le dis tout à l'heure, ces emprunts sont des emprunts spéculatifs. Les collectivités n'ont rien à faire avec. En plus, le taux est indexé sur la parité entre l'euro et le franc suisse. Quel est le rapport entre la ville de Nîmes et le franc suisse? Il n'y en a aucun. Ensuite, il y a un défaut de conseil, il y a un manquement au devoir d'information. Il y a tout un ensemble de vices au sein de ces contrats qu'il faut annuler. Alors nous, on a pris le biais, je dirais, du manquement au devoir d'information. Et ce qu'on veut faire, mettre sur la place publique, faire la lumière, c'est comment est calculée cette indemnité pour faire ressortir justement le mécanisme spéculatif qui a amené au calcul de cette indemnité et que ne veut pas donner la banque. Alors, et donc, ce 6 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a décidé de l'annulation de 3 délibérations donc de Nîmes Métropole validant la sortie de l'emprunt toxique. Grosso modo, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire que la métropole n'aura pas à payer ces 58,6 millions d'euros? Alors, on est sur un domaine sensible. Pour expliquer les choses très concrètement, le tribunal administratif n'a pas pu faire autrement que de reconnaître l'illégalité des délibérations à travers le manquement au devoir d'information. Par contre, ce sont des enjeux financiers très importants. Le tribunal a dit que finalement, on allait revoter au niveau du conseil d'agglomération, on allait prendre de nouvelles délibérations, cette fois-ci conformes, mais que le fait qu'il ait cassé les 3 délibérations, ça ne remet pas en question, je dirais, l'économie de l'opération, c'est-à-dire la sortie de l'emprunt toxique, le recours au fonds de soutien, etc. Or, nous, justement, c'est ce qu'on veut remettre en cause, parce qu'on souhaiterait que la collectivité, plutôt que de passer un deal avec la banque, parce que cette indemnité de 58,6 millions, il y a 36,6 millions qui vient d'un fonds de soutien. Or, le fonds de soutien, il est alimenté pour moitié par les contribuables nationaux et pour moitié par les clients bancaires qui se font racketter par les banques au niveau de la tarification. Donc nous, ce qu'on veut éviter, c'est que ces 58,6 millions, on ne doit pas les payer. Ces 58,6 millions, c'est la banque qui doit la prendre à sa charge. C'est à elle de faire son affaire. D'ailleurs, on a préparé donc une petite action. J'ai divisé donc ces 58,6 millions par le nombre d'habitants de la métropole, 245 222 habitants. Ça veut dire que ça représente pour chaque habitant 239,04 €. Et les habitants de Nîmes Métropole vont se présenter dans les agences de caisse d'épargne avec ce petit coupon, erreur de la banque en votre défaveur, pour réclamer les 239,04 centimes d'euros qui leur sont dus au titre de cette escroquerie, je le souligne. Pour le moment, l'annulation de ces 3 délibérations n'empêche pas ce financement. Donc, je veux dire, la métropole est encore obligée de rembourser ces 58,6 millions. Vous pensez pouvoir l'empêcher ? Alors, ce qui va se passer prochainement, dans quelques jours, il va y avoir un nouveau conseil de la communauté d'agglomération. Lors de ce conseil sera votée une nouvelle délibération qui va donc être prise dans les formes. Il y aura l'information par rapport au protocole à la convention. Par contre, il n'y aura pas, je pense, l'information par rapport au mode de calcul de l'indemnité. Et nous, si nous n'avons pas cette information-là, qui pour nous est une information essentielle, que doivent avoir les élus, parce que je dis, bon, l'indemnité, elle fait 58,6 millions. Pourquoi pas 58 000 €? Pourquoi pas 580 millions d'euros? Qu'on nous donne le mode de calcul, comment elle est calculée. Qu'est-ce qui justifie un montant aussi important? C'est ce qu'on veut savoir, c'est la transparence que l'on veut avoir. Nous, si à l'issue de ce conseil de communauté d'agglomération, on n'obtient pas le mode de calcul et la façon dont cette indemnité a été calculée, à partir de là, on engagera une nouvelle action devant le tribunal administratif, un nouveau recours pour excès de pouvoir, pour demander, pour exiger qu'on ait communication de cette indemnité. Parce que les élus qui ont voté cette indemnité, il n'y en a aucun qui sait la calculer. Ce qui est absolument ahurissant. Alors, écoutez, grâce à vous, c'est un peu plus clair, donc je vous remercie et bon courage. Merci aux médias de m'avoir reçu et d'avoir pu faire entendre la voix citoyenne des collectifs d'audits citoyens. Merci.
Direction maintenant Sophia Antipolis, où Nestlé avait annoncé en septembre dernier la fermeture de sa filiale, le laboratoire dermatologique Galderma. Au total, 400 postes menacés sur environ 550. Le 14 mars, un plan social sera présenté devant le comité d'entreprise. Nathalie Strauss, secrétaire du comité d'entreprise et déléguée syndicale CFDT, estime que 225 salariés pourraient être maintenus en activité sur le site si des repreneurs se présentaient. Une grève a été votée ce mercredi par 300 salariés pour faire pression sur la négociation et obtenir des mesures équitables pour l'ensemble des salariés, notamment pour les seniors. On prétend mettre en place un dispositif pour les accompagner jusqu'à la retraite, avec une rente de 80% du salaire pendant 4 ans, mais c'est tellement peu attractif que les salariés concernés iront plutôt pointer chez Pôle emploi et être au chômage à la fin du congé de reclassement. Les salariés demandent également une vraie indemnité de 2 ans pour ceux qui ont un projet de création d'entreprise. On reparle maintenant de la situation à Papeete en Polynésie. Oui, Yanis, vous en avez déjà parlé dans la météo sociale du 16 février. Une réforme prévoit de repousser à 62 ans l'âge de départ à la retraite d'ici 2021 contre 60 ans aujourd'hui, avec une durée légale de cotisation portée à 36 ans en 2019, 37 ans en 2020 et 38 ans en 2021. Mardi 6 mars, entre 2500 et 6000 personnes, selon la police et les syndicats, ont manifesté à Papeete, la capitale de la Polynésie, pour protester contre ces réformes des retraites votées le 8 mars. Une intensification des protestations est opérée depuis mercredi avec les dockers qui ont cessé le travail, paralysant ainsi l'économie de Tahiti, une île très dépendante des importations. Les syndicats ont annoncé d'autres blocages à l'aéroport et dans les hôtels afin de faire pression sur le tourisme, premier secteur économique local. Le premier tour des élections territoriales, le 22 avril prochain, devrait permettre aux syndicats qui appellent au vote sanction de remettre la pression au président. Alors Julie, la France n'a pas le monopole de la grève et de la manif, même si on peut en avoir l'impression. Allons donc voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui, et nous partons aux États-Unis, où une grève des professeurs a immobilisé pendant près de 10 jours le système scolaire de toute la Virginie occidentale. Les enseignants ont protesté contre le manque d'avantages sociaux et leur salaire inférieur à la moyenne nationale. Ils demandaient également des réformes à l'Agence d'assurance des employés de la fonction publique. Leur objectif, fournir à tous les employés du secteur une assurance maladie abordable. Au début, le mouvement n'a pris que dans quelques établissements, puis s'est répandu dans l'ensemble des écoles de l'État. Et dans un pays où la grève générale est plutôt rare, ce mouvement est historique et il a porté ses fruits. Ce mardi 6 mars, les législateurs américains ont entériné la hausse de 5% des salaires des enseignants et de ceux des autres agents publics. Dès lundi, les enfants pourront reprendre le chemin de l'école. Et en matière politique, cette grève a attiré l'attention de tout le pays. Des mouvements de solidarité se sont manifestés à San Francisco, par exemple, où des profs ont envoyé des pizzas à leurs collègues et une cagnotte de soutien de plus de 250 000 $ a été créée. Une grève qui, bien que terminée, pourrait inspirer d'autres États américains où les profs sont aussi mal payés, comme l'Arizona, le Texas, la Pennsylvanie ou encore l'Oklahoma, où un groupe Facebook d'ailleurs appelant à la grève des enseignants rassemble déjà près de 49 000 membres. Alors on traverse l'Atlantique pour revenir à côté de chez nous, en Belgique. Devant la Cour constitutionnelle à Bruxelles plus exactement, où environ 200 personnes se sont réunies ce mercredi pour défendre la loi adoptée en 2015 qui lutte contre les fonds vautours. Les fonds vautours, c'est quoi les fonds vautours ? Alors, il s'agit de sociétés privées qui ciblent spécifiquement les États en difficulté financière. Elles rachètent la dette de ces pays à des prix très bas et réclament ensuite de forts remboursements à l'État. Donc elles engrangent d'importants bénéfices sur le dos des contribuables. La loi a été votée à l'unanimité par le Parlement fédéral après avoir été portée par la société civile. Elle limite la possibilité pour les créanciers spéculateurs de demander devant la justice belge le paiement de montants disproportionnés par rapport à ce qu'ils ont investi. Elle empêche donc les fonds vautours d'obtenir des réparations exorbitantes en cas de défaut d'un État. Le fonds NML Capital Ltd, filiale d'Elliott Management Corporation, basée aux îles Caïmans, a saisi la Cour constitutionnelle belge pour casser cette loi. La plaidoirie avait lieu ce mercredi et la loi est défendue par 3 associations et l'État qui ont aussi pour objectif de persuader d'autres pays à adopter le même type de loi. On va maintenant en Espagne, Julie, où il y a une grève générale hier jeudi. Oui, une grève générale dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Tenez-vous bien, 5,3 millions de personnes à travers le pays ont cessé de travailler pendant 2 heures pour dénoncer le harcèlement et les violences faites aux femmes et défendre l'égalité salariale. 300 trains étaient également annulés. Pour rappel, les femmes en Espagne sont payées en moyenne 14,2% de moins que les hommes. Et hier soir, 200 000 personnes ont défilé dans les rues de Barcelone en criant « Vive la lutte féministe » et quelques centaines de milliers de personnes ont manifesté à Madrid en violet, la couleur
valeurs traditionnelles du féminisme. Le mouvement a été suivi par des artistes célèbres comme Penélope Cruz ou Rossi de Palma, égérie de Pedro Almodóvar, cinéaste qui, dans ses films, rend justement hommage aux femmes. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la situation à Mayotte. On va y revenir aujourd'hui de manière plus approfondie. Effectivement, l'île est en grève depuis 3 semaines pour protester contre l'insécurité. La mobilisation ne faiblit pas. On peut parler d'une véritable insurrection populaire contre l'abandon des citoyens mahorais par l'État. Et c'est Kevin Boucko-Victoire qui va venir en plateau pour s'entretenir avec le député européen LFI, Younous Omarjee.